tous. Donc déjà, merci d'être venu aujourd'hui aux Arctic Events. Adrien Robert et moi-même, qui sommes chez Renoir, vont vous présenter comment nous avons réussi à garantir l'exécution des simulations à l'aide de Coco Copy Engine au sein de Renoir. Donc la présentation va se passer en trois parties. D'abord, les besoins qui nous ont amenés à utiliser du cloud computing. Ensuite, on va présenter l'outil qu'on a choisi d'utiliser, donc Google Computing Engine. Et enfin, Adrien va vous présenter comment nous avons réussi à mettre en œuvre dans nos process au sein de Renoir. Je vais commencer par les besoins de Renoir spécifiques. Donc Renoir réalise des prévisions météorologiques. Ça nécessite des simulations des machines en multicœur en parallèle, dont le temps de simulation varie de 2 heures jusqu'à qui peut aller jusqu'à 8 heures. Il faut savoir aussi que le lancement est conditionné par la disponibilité des données. Il faut que les données les plus récentes sont les meilleures pour avoir une prévision avec une meilleure prévision. Donc pour cela, nous étions partis sur un cluster HPC, donc pour High Performance Computing, qui est une grosse machine où les personnes peuvent accéder à la donnée ou accéder aux ressources, et les ressources sont partagées entre eux. Avec un système de file d'attente, donc le premier arrivé, s'il a 50 travail à faire, il va faire ses 50 travails, et si on arrive après, on va attendre qu'il a fini s'il n'y a pas de ressources disponibles. Donc dans ce cas, lorsqu'il y a des grosses surcharges sur le serveur, il peut arriver qu'on peut attendre plusieurs heures avant d'avoir accès aux ressources, ce qui nous est très critique, car on a des heures de livraison qu'on a indiquées au client et qu'il faut les respecter. Il faut savoir que le cluster, par exemple, qu'on a utilisé a environ 500 processeurs. Donc déjà, il y en a pas mal, et on arrive à le surcharger. Donc, où est-ce qu'on peut avoir plus encore de processeurs? On s'est tourné, bon, il y a le cloud computing qui commençait à apparaître dans l'environnement. Et on s'est dit, avec IaaS, donc l'infrastructure de service, où il y a des grands, comme Google ou Amazon, met à disposition l'infrastructure aux différents clients afin de disposer de leurs ressources. Nous sommes partis sur Google qui commençait à mettre en place leur service, donc c'était encore en phase d'étape, et on sait tous que Google dispose d'un nombre important de serveurs dans le monde, et on suppose, actuellement on n'a pas encore eu de problème avec eux, qu'on aura des ressources à disposition quand on a besoin. Là on est même fier que Google nous cite comme étant un des pionniers en France comme client de Google Computing Engine. Donc maintenant, je vais passer à la présentation de lui-même aussi. Donc, Google, dans son offre, lui, il propose de déployer rapidement des machines virtuelles privées, c'est-à-dire des instances, où on peut installer l'ensemble des logiciels qu'on souhaite, faire toutes les manipulations qu'on peut faire sur nos propres machines, ainsi que le réseau, sur différents systèmes d'exploitation. Donc on a de Linux avec Debian, CentOS, Red Hat et encore d'autres. Ou encore, si on veut, du Windows Server. On a différentes machines à disposition, donc qui vont de 1 CPU avec 4 Go de RAM, si on a besoin juste d'une petite machine, ou alors, si on a besoin d'une machine plus véloce, jusqu'à 16 CPU par machine, avec 104 Go de RAM. Google propose alors une data center qui est disposée en 3 zones géographiques, donc en Europe, en Asie et aux États-Unis, afin qu'on puisse s'assurer si un data center ne fonctionne plus dans une zone, on a toujours d'autres zones qui est à disposition. Donc maintenant, je passais plus au cœur de cloud computing. Donc pour se connecter sur Google, c'est très simple. On va sur les sites cloud.google.com. On se connecte avec son adresse Gmail, on indique ses coordonnées bancaires et on peut tout de suite lancer les machines qu'on a besoin. Donc, comme j'ai dit, on indique les coordonnées bancaires, c'est-à-dire qu'on paye. Alors qu'est-ce qu'on paye? On paye l'ensemble des ressources qu'on utilise, le temps qu'elles sont utilisées. Donc, par exemple, les instances et les machines qu'on crée, on les paye jusqu'à qu'elles sont détruites. C'est la facturation à la minute. Ensuite, on paye également l'ensemble des trafics réseau vers Internet. Donc, si l'ensemble des fichiers qu'on a créés sur le serveur, on veut les récupérer chez nous, on paye. Et également l'ensemble des ressources qu'on a réservées, donc les espaces de stockage, les adresses IP et l'ensemble des configurations de réseau qu'on a pu mettre en place. Dans cette optique, on voit bien que ces ressources sont utilisées et réservées. Et si on fait une facture à moindre prix, il faut qu'on optimise cette utilisation. Donc pour cela, on a le dicton donc, de créer une instance. On l'utilise au maximum de scalabilité et le moins de temps possible afin de la supprimer dès qu'on n'a plus besoin pour qu'on arrête de payer. Alors Google
met à disposition une interface web. Donc, on peut avoir l'ensemble des offres de Google. Donc, il y a le compute pour nous, c'est-à-dire les machines. Mais il y a également le storage ou encore le big data, donc qui mettent à disposition des API très pratiques pour cela. Donc ici, nous avons la page internet où on présente l'historique des ressources qu'on a consommées. Donc c'est important pour nous pour voir si on a bien respecté nos conditions la veille, si on n'a pas trop consommé. Et également, Google met à disposition et a mis des limites, donc ce qui peut paraître à la base limitant. Par exemple, on n'a que 32 CPU et que 5 Go par zone, mais 5 Tera, pas 5 Go, 5 Tera. Mais ça nous permet aussi de nous rassurer, c'est-à-dire si par exemple on a fait une gaffe et qu'on a mis trop de machines et qu'on a oublié les éteindre, à la fin de la journée, à la fin du mois, on sait qu'on aura un maximum à payer. Donc ça c'est le cas critique, au cas si on déborde. Et si par exemple on a besoin de plus de machines, donc plus de processeurs ou plus d'espace disque, on a le lien change request. Donc en fait on va demander à Google, bon ben, j'ai besoin de 100 CPU, est-ce que tu peux me les donner? Il va, nous par exemple notre expérience, c'est qu'au bout de 2-3 jours, il nous a répondu et on a accédé à plus de ressources. Alors maintenant, pour créer une instance, c'est très simple. Donc on a un lien, on va dessus. On indique le nom de l'instance, la zone qu'on souhaite travailler, le type de machine, c'est une petite machine ou une très grosse machine. On attache un disque persistant, donc c'est un disque qui sera conservé dans l'espace de stockage lorsqu'on va détruire la machine, qui peut être attaché à une machine en lecture-écriture, mais également à plusieurs machines en lecture. C'est-à-dire par exemple, on a une machine qui va créer des données, on aura plusieurs autres machines qui par exemple va juste les lire, et on aura juste un seul disque en réel. Et enfin, on peut afficher, on peut caractériser les différentes adresses IP, le réseau, etc., les ports qu'on souhaite ouvrir. Donc ça c'est très bien l'interface web, mais Google a aussi pensé que les gens souhaiteraient automatiser les systèmes, donc c'est une machine qui va créer tout seul les différentes instances. Donc il a mis en place un outil qui est très pratique, qui s'appelle Gcloud, qui est disponible sur Windows, Linux et Mac. Et c'est très simple à l'utilisation. Donc on a, pour créer une instance en ligne des commandes, donc Gcloud Compute Instances Create, on indique les différentes caractéristiques, le type de machine, les disques, le nom du disque, comme on avait vu sur l'interface web. Pour se connecter ensuite, on a Gcloud Compute SSH, donc il se connecte en SSH très simplement sur la machine. On a ensuite à disposition un environnement comme si c'était une machine qu'on a à disposition chez nous. Lorsqu'on n'a plus besoin de la machine, on la supprime avec Gcloud Compute Instances Delete. Donc ainsi, on arrête de payer pour cette instance. Et enfin, il y a aussi beaucoup d'autres lignes de commande disponibles. Donc, par exemple, on peut lister les instances qui sont actives pour vérifier qu'on a bien tout supprimé et arrêté de payer. Donc maintenant, je vais laisser Adrien qui va vous présenter plus en détail comment on a réussi à utiliser Gcloud pour automatiser nos systèmes. C'est un web. Alors, donc, je vais commencer par vous rappeler les points clés. Donc, plus du côté remote, nous, ce qu'on avait besoin, c'est avoir des lancements quotidiens de simulation. On a beaucoup de simulations à faire, beaucoup de plaisir à faire dans le lancement journalier. On aimerait aussi avoir une maîtrise des coûts dans le sens où on ne voudrait absolument pas qu'une machine qui reste allumée sur 32 cœurs, à la fin du mois, ça ferait une facture un peu trop grosse. On aimerait aussi que le fonctionnement soit totalement autonome parce qu'effectivement, on n'aimerait pas avoir à surveiller ou à lancer toutes nos simulations tous les jours. Et on aimerait avoir aussi un système qui soit monitoré et sécurisé dans le sens où effectivement, les coûts sont maîtrisés. Donc, pour préparer une machine, principalement, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un disque persistant sur Google. On lance une instance à moindre coût, donc un processeur avec très peu de RAM, afin de pouvoir déployer notre environnement de simulation, c'est-à-dire tous nos scripts, nos outils de simulation, ou encore les données d'entrée. Et avec ces disques génériques, on peut en faire des sauvegardes pour faire des historiques de simulation ou d'outils ou d'environnement. Donc, plus du côté Riniwatt, le traitement, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a WRF, qui est une simulation météorologique. Cette simulation météorologique prend en entrée donc, des données qui viennent du web et des données qui viennent de Riniwatt, telles que les configurations, etc. Et ce traitement nous donne une prévision. Donc, voici la chaîne de traitement générique de la simulation. Donc, d'abord, on teste la disponibilité des données d'entrée qui sont sur le web. Une fois qu'ils sont disponibles, on lance la simulation. Une fois que la simulation est terminée, on récupère les résultats de simulation et on envoie au client plus tôt. Donc
voici maintenant notre chaîne de traitement adaptée au fonctionnement avec Google Compute Engine. Donc sur notre serveur privé, on teste la disponibilité des données d'entrée. On crée l'instance GCE, on s'y connecte, lance le traitement, récupère les résultats à la fin du traitement et tout de suite après détruit l'instance. J'aimerais quand même attirer votre attention sur les deux points cruciaux, donc, qui sont la création d'instance et la destruction d'instance. Donc ce qui est pratique avec Google, c'est que lorsqu'on veut créer une instance, on sait immédiatement si les ressources sont disponibles et si on pourra lancer notre simulation dans les 15 minutes qui suivent. Et donc on aimerait savoir effectivement donc, à la création d'instance et au lancement de la simulation si on aura les ressources et si la simulation tournera bien. Autrement, si les ressources ne sont pas disponibles, on peut se pencher sur notre solution type simulation locale ou aller voir un HPC en l'occurrence. Et le second point qui est aussi très crucial, c'est la destruction d'instance. On veut être absolument certain d'avoir détruit l'instance pour ne pas continuer à payer. Et bien sûr, après avoir récupéré le résultat. Donc, je vais rappeler nos outils, donc l'environnement sur lequel on fait tourner nos simulations. Donc, en l'occurrence, on a un serveur privé sur lequel on a mis nos scripts afin d'avoir une haute disponibilité et ne pas être dépendant de notre connexion Internet à la réunion. Donc, ces scripts sont lancés sur une machine qui a un environnement Linux. Donc, on a accès à des outils tels que Bash, on va coder en Bash, scripté en Bash. Et donc, on aura accès aussi à un outil tel que Crontab pour pouvoir faire des lancements journaliers ou intrajournaliers. Et un outil tel que gcloud pour justement interfacer nos scripts avec Google Compute Engine. De plus, on a un petit serveur web qui permet de faire la gestion de notifications. Donc maintenant, je vais vous expliquer donc, les scripts qu'on a mis en place, les fonctionnements basiques. C'est-à-dire, alors le premier, donc Start GCE Simulation, qui est un script qui est très simple, qui va créer l'instance et lancer la simulation en se connectant à l'instance. Et le second, le plus important, c'est Watch GCE Simulation, qui est un script qui se lance tous les 15 minutes, et là, qui est là pour. C'est un watchdog qui vient vérifier, qui vient se connecter aux machines, donc regarde s'il y a quelque chose qui tourne sur la machine, en l'occurrence une simulation. S'il y a quelque chose qui tourne, il ne faut surtout pas y toucher, on attend la fin. Et à la prochaine occurrence, si jamais la simulation est terminée, on récupère les résultats et on détruit l'instance juste après avoir récupéré les résultats. Donc, si le script envoie des notifications aux étapes importantes, donc en l'occurrence la création d'instance, au lancement de la simulation, à la récupération des résultats et à la destruction d'instance. Donc voici par exemple comment se déroule une simulation GCE depuis notre système de notification. Donc d'abord, on voit la disponibilité des fichiers d'entrée. Une fois que les fichiers sont disponibles, on crée l'instance et on lance la simulation. À la fin de la simulation, donc 7 heures après, on lance la récupération des résultats, on vérifie que les résultats sont récupérés et on lance la destruction d'instance pour avoir la notification que l'instance a bien été détruite. Pour conclure, donc, comment nous avons réussi à gérer donc, les simulations et à garantir les simulations sur Google Compute Engine. Donc, il faut savoir que Google, la solution GCE a déjà été une solution en soi, parce qu'effectivement, une haute disponibilité et le fait qu'il n'y avait pas de file d'attente, on pouvait savoir exactement si les ressources étaient disponibles à l'instant T. Ça a été une première solution. En second, c'est le fait que les instances qui nous dédie Google sont des instances dédiées et totalement contrôlées, c'est-à-dire qu'on installe nos outils, on s'y connecte comme si c'était nos machines à nous. En troisième, donc on a mis, grâce aux deux scripts qu'on a vus, on a mis en place un système qui est totalement autonome et lancé quotidiennement sans avoir besoin de main humaine pour pouvoir intervenir. Et on a une chaîne de production qui est monitorée grâce à nos systèmes web et qui est sécurisée dans le sens où on est sûr que nos instances sont détruites à la fin de la simulation. Donc aujourd'hui, grâce à tout ça, on a Rainiwatt a un système donc, qui est capable de gérer autant de simulations que l'on veut, quotidiennement, et en autonomie et de façon sécurisée. Merci de votre attention. Je suis sûr que ça donne envie à certaines personnes qui sont Des questions, des remarques dans l'assistance? Est-ce que vous avez testé sur des machines chez vous? Est-ce que vous avez essayé de faire la même chose sur un serveur maison Oui, on a des destinations qui tournent en local aussi, bien sûr. Les capacités sont moins bonnes et puis après on n'est pas sûr d'avoir les... en fait, les données d'entrée sont assez lourdes, donc du coup ça
ça repousse encore la date de début de simulation parce qu'il faut télécharger les données d'entrée pour après pouvoir lancer la simulation. Donc du coup, avoir des machines qui sont sur le net, les téléchargements sont beaucoup plus rapidement et du coup on peut lancer la simulation encore plus rapidement aussi. Et il y a un autre point aussi, par exemple si on a un serveur local, donc on a une machine qui est à nous, mais on a juste par exemple 16 cœurs, on n'aura pas 4000 cœurs, 5000 cœurs. Et si demain on doit envoyer on a 100 simulations à lancer en même temps, bah avec Google on sait qu'on peut lancer les 100 en même temps. On a à disposition les ressources. Et vos données d'entrée, elles sont stockées où? Sur le net. Après, oui, donc on était dans le cas de Google Compute Engine, elles sont téléchargées le jour J sur l'instance, et une fois que c'est fini, elles sont supprimées. D'accord. Et ensuite, vos données en sortie, elles sont stockées aussi. Les données de résultats sont envoyées sur notre serveur et stockées après donc, sur le système. Avant de détruire. Et sur ce passage-là, vous payez la bande passante utilisée? C'est pas un gros fichier de résultats, donc c'est pas. Et à l'entrée, À l'entrée, À l'entrée, à l'upload de la data? On télécharge pour l'instance. C'est beau, c'est pas beau. Beau, pas beau, ouais. Tout ça pour ça. Juste pour rajouter une petite précision, en fait, les fichiers de sortie de notre simulateur météo peuvent atteindre facilement le giga. Là, pour les simulations qu'on fait, on fait des simulations jusqu'à 60 heures de prévision. Là, on est à 1 giga 4, 1 giga 7. Et justement, ce qu'on fait, c'est que là, on ne fait pas transiter. C'est pour ça que c'est intéressant pour nous d'avoir la main sur l'instance Google Compute Engine, parce qu'on va déjà faire le filtrage, l'extraction de données pour ne garder que les paramètres météorologiques qui nous intéressent. Donc on arrive à sortir de là des fichiers qui font à peine une vingtaine de mégas. Vous synthétisez avant sur la C'est machine ça, et après vous envoyez que la On filtre tout pour ne garder que la partie qu'on va réellement qu'on va exploiter en direct dans la chaîne de production. Ça c'est plus de la prod. Sur la R&D, on va garder les fichiers complets. Mais là, on ne va pas faire tourner sur Google Compute Engine par rapport au flux de données à transférer. Pourquoi le bash sur Aline, et vu le nombre de langages dynamiques, c'est une imposition de Google ou c'est un choix technologique? Alors de base, en fait, on avait l'accès à l'outil Gcloud et du coup, on a utilisé le bash parce que c'était très simple et c'est rapide à scripter. Puis comme on avait un environnement Linux à la base, on a fait des scripts assez simples pour pouvoir tout gérer. Bon, pour l'instant, on n'a eu aucun problème de donc bash c'est très simple et en fait, on pouvait interfacer justement avec Gcloud qui était un outil disponible sur Linux. Et puis ils ont corrigé la faille de la semaine dernière. Une question, c'est en fait vous ne scalez pas dynamiquement. Vous savez à l'avance le nombre d'instances qu'il faut. Enfin, comment vous gérez des instances dynamiquement? On a déjà amélioré nos simulations pour utiliser un nombre de cœurs précis en fait. Donc du coup on sait à l'avance quelle machine il nous faut pour faire cette simulation. Donc du coup certaines simulations demandent 8 cœurs, d'autres moins, d'autres plus. Donc du coup quand on va lancer une simulation, on lance cette simulation sur l'instance qui lui convient mieux quoi. Donc à l'avance effectivement on connaît. Si au bout d'un quart d'heure vous faites est-ce que la simulation est terminée? C'est non, donc vous attendez encore un quart d'heure. Et peut-être que si vous rajoutiez 5-6 nœuds, est-ce qu'il y a une corrélation entre ajouter des nœuds dynamiquement et le temps de la simulation? C'est-à-dire Alors là, c'est moi qui l'ai parce qu'il n'avait pas fait l'étude. On a fait une étude sur le simulateur. En fait, il y a une équation qui est très spécifique. C'est au début, tu rajoutes des processeurs, ça va améliorer la vitesse de simulation. Mais finalement, passé un certain temps, comme tu as quand même des corrélations entre deux points à côté, tu vas avoir plus tu multiplies le nombre de processeurs, plus tu multiplies les frontières entre les processeurs, et donc tu perds du temps dans les communications interprocesseurs. Voilà, donc on a un optimum. Cet optimum, nous, on l'a vérifié voilà, de manière théorique, on a vérifié également en pratique, et de ce qu'on se rend compte, c'est que les optimums que nous avions calculés sur un cluster, en général, se retrouvent également sur un autre cluster ou sur Google Compute Engine. Ce qui fait que maintenant, on a la maîtrise par rapport à la problématique, par rapport aux décisions de notre expert météorologiste, qui nous dit, voilà, il faut simuler sur telle zone, avec tel nombre de points, ceci, cela. Nous, on va pouvoir calculer le nombre de processeurs optimal, et en général, on fait quand même un test de sensibilité pour vérifier si ça marche bien. Et donc, il y a la communication inter-nœud Ouais. D'accord. Ouais, on a testé également ça. À l'époque, c'était vraiment mauvais. Ou alors, vous avez du MapReduce, on lance des choses et puis après on récupère. On ne peut pas faire du MapReduce, c'est un simulateur, ça a été écrit en Fortran.
Non, mais je veux dire, ce qui se passe là. Ah, c'est pas nous qui l'avons écrit. Voilà. Non, mais ce qui se passe chez. Enfin, vous lancez des nœuds, donc vous donnez du travail, Ouais. vous lancez des process sur chacun des nœuds. Mais est-ce que les nœuds, entre eux, doivent communiquer ou pas? Non, parce que ce sont indépendantes. Ça dépend. C'est sur une même simulation, à partir du moment où tu veux. Là, par exemple, tu voudrais exécuter la simulation sur 32 processeurs. Google Compute Engine n'offre pas directement 32 processeurs. Donc, il faut prendre deux instances de 16 que tu vas interconnecter et faire tourner comme ça. Ça, par contre, la gestion de la distribution, elle est faite directement par le logiciel Word. Nous, on se charge juste d'interconnecter les instances. Tu pourrais avoir un nœud qui fait un travail, qui le met à disposition à un autre nœud pour le manipuler, j'imagine. Bah, en fait, c'est là toute la puissance de Google Compute Engine, parce qu'en fait, il nous fournit des espaces qui sont dédiés, donc du coup, comment on les utilise, c'est un scène où on peut utiliser justement Google Compute Engine pour, je sais pas, moi, du failover sur un site web qui est trop utilisé, on peut l'utiliser pour un serveur quotidien, enfin, vraiment l'outil Google Compute Engine est vraiment pratique dans ce sens-là, parce qu'on peut vraiment utiliser pour ce que l'on souhaite, et en plus, il y a des tonnes d'options, des tonnes de choses qui nous permettent de vraiment personnaliser les En fait, instances. vous bâtissez une grille qui est fixée à un moment donné. Word arrive et donc on abstrait complètement le nombre de machines, etc. Pour lui, c'est un réseau, une grille qui est dispo et il associe des choses. C'est pas comme, enfin, je vous donne un autre exemple où ça va penser où on associe des nœuds, on donne des process à faire, du travail à chacun des nœuds, et en cours de route, en fait, on associe un autre nœud et on communique avec un nœud déjà instancié pour lui retirer du travail parce qu'il est surchargé. Vous n'avez pas ce genre de choses à la Non, c'est pas d'équilibrage de charge. Le logiciel a été codé d'une manière très simple. En fait, c'est que vraiment, à la base, il a été fait pour tourner sur des clusters météorologiques, des trucs. Voilà, le WRF a été écrit par le NCAR, qui est le grand labo de météo américain. Et eux, ils ont leur ferme de calcul comme ça. Après, nous, contrairement à eux, nous, on travaille vraiment, on travaille à l'échelle de sites photovoltaïques, donc on va travailler sur des zones très petites. C'est pour ça qu'on essaye de tailler les simulations le plus petit possible. Et c'est là en ça qu'on s'est dit, tiens, on va essayer de faire un truc pas normal, on va le faire tourner sur des petites machines en cloud, comme ça, et regarder comment ça se comporte. Voilà. Donc au final, vous continuez ou pas? Ah bah oui, carrément. Pour Voilà. l'instant, c'est une des solutions. Je veux dire, l'année dernière, quand on avait fait les tests, ça coûtait super cher. Donc, pour 10 jours de calcul, on avait pour plus de 300 €. Donc, c'était un petit peu dur. Là, aujourd'hui, on tourne à quelques centaines, une centaine d'euros pour un site par mois. Donc, ça, c'est intéressant. Et ça marche bien. Ce ne sont pas les processeurs les plus rapides. Sur des clusters, on a des processeurs plus rapides. Mais là, l'intérêt, c'est que, comme Adrien l'a dit en conclusion, c'est qu'on sait que c'est scalable, quoi. On peut mettre autant de simulations qu'on veut, on peut avoir autant de clients qu'on veut, ça suit. Mais du coup, ça, c'est une solution autonome ou c'est une solution en complément de serveur dédié que vous avez qui vous permet, parce que vous savez que vous avez telle charge de calcul par mois, donc ça revient moins cher au final de prendre du dédié et cette charge fixe de la mettre sur vos serveurs dédiés. Et quand vous avez des coups de bord, là vous passez sur du Cloud Engine. En termes de planification, les efforts qu'on sera obligé de faire pour pouvoir tenir toutes les simus sur le dédié, et gérer une charge qui reste maximum à 100% sur le dédié. Je ne sais même parler de 100%, mais je pense que suivant le temps que tu utilises le Cloud Engine, tu vas arriver à un tarif mensuel où au final c'est plus intéressant. Tu sais que tout ça tu peux le faire tourner sur une seule machine par exemple. C'est plus intéressant financièrement de prendre cette machine-là. Et si jamais tu as un coup de bourre et que tu vois que cette machine-là n'est pas suffisante, là tu repars sur le Cloud Engine. Pour l'instant, on a préféré dédier. En fait, le dédié reste pour tout ce qui est récupération de la donnée et valorisation. Et on ne veut pas mélanger la production de la donnée avec sa valorisation. Donc là, on a cloisonné comme ça. Et c'est vrai que pour l'instant, nous, on était vraiment dans une optique de dire cluster. On ne veut pas avoir à gérer nous-mêmes les machines qui font les simulations. Il faut qu'on puisse étendre comme on veut, qu'on puisse déployer sans se poser de questions. Le nombre de simulations que vous envoyez sur Google Cloud Engine, disons par mois ou par année, ou par semaine, c'est plusieurs par jour, c'est plusieurs par semaine, c'est plusieurs par mois. C'est quoi l'ordre de grandeur de la sollicitation du GCE? Là, pour l'instant, nous, on en est à 3-4 par jour. On va encore augmenter et on charge bien.